Bienvenue dans cette troisième édition de la Bibliothèque idéale d'Offa Lycée. Merci encore une fois à tous ceux qui nous suivent et qui attendent chaque semaine la publication de ce petit opus. Voilà. Aujourd'hui, nous allons continuer dans le roman et nous allons sauter dans un siècle qui est l'un de mes siècles préférés, le XVIIe siècle. Alors, je vous rappelle brièvement là où on en était resté. Normalement, si vous avez fait vos devoirs et si vous avez pris plaisir à la lecture, vous êtes passé à travers les siècles. Vous avez donc lu maintenant l'Énéide de Virgile, le Satyricon de notre cher Pétrone, Lancelot de Chrétien de Troyes, ou Chevalier à la charrette, et le Gargantua du dieu Rabelais, 1534. Et un auditeur attentif pourrait se dire, mais en fait, on est en train de tracer une espèce de double tradition, deux lignes de force. D'un côté, une littérature sérieuse, lyrique, avec un poids sur les émotions. Donc, je pense au lyrisme du livre 4 de l'Énéide, même si on est dans une épopée. Et je pense aussi à l'épopée, au lyrisme de l'épopée qu'est ce roman de chevalerie Lancelot, où on a quand même un homme qui est tellement amoureux d'une femme qu'il est prêt à donner sa vie. Et de l'autre côté, une tradition légère, peu sérieuse, comique, qui se moque de la vie. Et c'est celle du Satyricon et de Gargantua. Alors vous allez voir qu'aujourd'hui, au XVIIe siècle, eh bien, on va aller à la rencontre d'un autre monsieur qu'on oublie souvent dans les manuels scolaires et qui est l'un de mes auteurs préférés, Paul Scarron, avec son roman comique en 1651. J'ai intitulé de manière pompeuse l'invention du roman moderne, parce que quand on est prof, il faut toujours faire une phrase comme ça, comme si on avait apporté quelque chose au schmilblick. Et ici, en fait, ce grand oublié des manuels scolaires trouve sa place dans la bibliothèque d'Offa Lycée parce qu'il s'inscrit dans cette tradition longue du roman comme une manière de prendre ses distances par rapport à la vie, de ne pas se prendre au sérieux. Alors, pour ceux qui sont familiers des modes romanesques au XVIIe siècle, vous en avez au moins trois, mais celle qui est la plus forte, c'est celle du roman héroïque, qui s'inscrit dans la tradition du roman chevaleresque, du roman sérieux. Et bien, le roman comique vient s'inscrire contre cette tradition, en s'en moquant. Vous avez aussi le roman pastoral, avec des histoires de bergers qui tombent amoureux. Et là, on s'inscrit aussi dans une autre tradition qui est celle des bucoliques de Virgile. Et là aussi, le roman comique qui raconte une histoire assez proche de celle de Théophile Gautier et du capitaine Fracasse. Eh bien, c'est l'histoire d'une troupe de comédiens sur les routes en France. Roman extrêmement drôle qui se lit avec une sorte, c'est pour ça que je parle de modernité, qui se lit avec une fraîcheur qui est rarement vue dans ces textes qui remontent à 1651, à l'époque où Louis XIV est encore jeune et il vient d'essuyer la Fronde, cette révolte des nobles contre la royauté française. Et notre petit Scarron, lui, qui, comme vous le voyez sur l'image, a réussi à se marier avec la future Madame de Maintenon, la fille d'Agrippa d'Aubigné. Scarron, lui, protégé par la reine, est un petit malin, puisque d'un côté, il la critique, et que d'un autre côté, il est financé par elle. Pour Scarron, en fait, le monde est un théâtre, hein, c'est cette célèbre tradition du théâtre mundi, mais ce qui, pour moi, est le plus important dans cette affaire, c'est la querelle du burlesque. On parle souvent de la querelle des anciens et des modernes, mais en fait, il y a une autre querelle au XVIIe siècle qui va opposer le burlesque et ses opposants, comme Boileau, qui sont les partisans du sérieux. Et le burlesque consiste à prendre un genre qui est généralement considéré comme bas, vil, le roman, la fable, le conte, et lui donner la forme la plus aboutie possible, la plus artistique, la plus esthétique possible. Et on voit que des gens auxquels on ne s'attendait pas, par exemple comme La Fontaine, sont dans cette tradition burlesque. Et ça nous permet donc, de dégager une ligne de force, comme je le disais, dans la littérature française, qui se termine, enfin qui va jusqu'à Céline et puis d'autres écrivains aujourd'hui contemporains,
qui s'inscrivent dans cette tradition-là. Il vaut mieux rire de la vie, ou, pour paraphraser Pascal, la vraie philosophie se moque de la philosophie, la vraie littérature se moque de la littérature. On en vient à notre lecture de texte, rapidement. Le soleil avait achevé plus de la moitié de sa course. On est donc au tout début du roman, dans l'Incipit. Le soleil avait achevé plus de la moitié de sa course et son char, ayant attrapé le penchant du monde, roulait plus vite qu'il ne le voulait. Si ses chevaux eussent voulu profiter de la pente du chemin, ils eussent achevé ce qui restait du jour en moins d'un demi-quart d'heure. Mais, au lieu de tirer de toute leur force, ils ne s'amusaient qu'à faire des courbettes, respirant un air marin qui les faisait hennir et les avertissait que la mer était proche. Où l'on dit que leur maître se couche toutes les nuits. Pour parler plus humainement et plus intelligemment, donc en fait ici il vient de se moquer des romans héroïques qui partent dans la métaphore, dans des références à l'épopée. Et là maintenant, Paul Scarron nous dit, alors, on va parler comme tout le monde. Il était entre 5 et 6 quand une charrette entra dans les halles du Mans. Voilà. Et c'est la beauté de cet incipit. C'est comment, en une phrase, il résume l'abondance épico-lyrique de la tradition sérieuse dans le roman. Alors, je n'ai pas le temps, ce n'est pas le propos, et donc on va passer à la partie sérieuse, donc entre guillemets, de la littérature, avec un très très beau roman qui fait partie aussi de mes romans préférés, La Princesse de Clèves, et j'ai intitulé le roman historique. On est plutôt dans le dernier quart du XVIIe siècle, et donc c'est l'époque des Racines. Phèdre est créé plus ou moins la même année, et c'est l'époque classique, c'est le triomphe de Louis XIV. Cette princesse de Clèves, ici c'est une adaptation cinématographique, c'est magnifique. Bon, c'est un roman historique qui se passe sous Henri II, et il est actuellement au bac, donc c'est dire que l'institution scolaire est toujours là à reconnaître les chefs-d'œuvre de la littérature. Il est en ce moment au bac, mais ce qui m'intéresse moi précisément dans ce texte, qui raconte l'histoire d'une femme qui est mariée à un homme plus âgé qu'elle et qui, par convenance, accepte ce deal, c'est finalement comment, étant amoureuse d'un autre homme, donc A aime B, B aime C, classique, elle passera toute sa vie à lutter contre sa propre passion amoureuse, et lorsque son mari meurt, on va en lire un extrait, elle continuera à suivre la raison contre la passion. Et on touche à un point très important dans l'histoire de la littérature et l'histoire de l'humanité, c'est comment finalement ce qui nous fait devenir homme, c'est la leçon pour moi de la princesse de Clèves, ce qui nous fait devenir homme, c'est justement ce contrôle de la passion grâce à la raison. Et le sublime de l'être humain, il est là. C'est le moment où donc Monsieur de Clèves meurt. Il meurt un petit peu de chagrin et elle arrive dans sa chambre, il est mourant. Vous versez bien des pleurs, madame, lui dit-il, pour une mort que vous causez et qui ne vous peut donner la douleur que vous faites paraître. Je ne suis plus en état de vous faire des reproches, continua-t-il avec une voix affaiblie par la maladie et par la douleur, mais je meurs du cruel déplaisir que vous m'avez donné. Fallait-il qu'une action aussi extraordinaire que celle que vous aviez faite de me parler à Coulommiers eût si peu de suite? Pourquoi m'éclairer sur la passion que vous aviez pour M. de Nemours, si votre vertu n'avait pas plus d'étendue pour y résister? Je vous aimais jusqu'à être bien aise d'être trompé. Je l'avoue à ma honte. J'ai regretté ce faux repos dont vous m'avez tiré. Magnifique. J'ai regretté ce faux repos dont vous m'avez tiré. Que ne me laissiez-vous dans cet aveuglement tranquille dont jouissent tant de maris? J'eusse peut-être ignoré toute ma vie que vous aimiez M. de Nemours. Je mourrai, ajouta-t-il, mais sachez que vous me rendez la mort agréable et qu'après avoir ôté l'estime et la tendresse que j'avais pour vous, la vie me ferait horreur. Voilà, donc on termine de manière un peu triste, vous me direz, et non, puisque je vous ai préparé un bonus. Et donc, mes chers auditeurs, aujourd'hui, je vous propose un petit bonus. C'est quelque chose qu'on connaît peu. Ce Clément de Rosset, écrivain catholique ardent, et qui va collecter des histoires à la Stephen King. C'est vraiment énorme, je ne vous en dis pas plus, je vous laisse faire des recherches et le découvrir, mais c'est vraiment quelqu'un de très très drôle. Donc, par exemple, il va raconter l'histoire
d'un lieutenant de la garde à Lyon qui rencontre une prostituée qui explose. Et donc Clément de Rosset de conclure, voilà, vous avez bien dit que le diable existait, la preuve dans mes histoires. Donc je ne vous en dis pas plus, je laisse planer le suspense. Voilà, bonne lecture avec Ophalicée. Voici les éditions que je recommande. J'ai fait des progrès, j'ai mis des images. On a d'un côté le roman comique, l'édition de Jean Serrois, qui est très bien. Bon, pour La Princesse de Clèves, ils se sont décarcassés chez Hachette et c'est pas mal, c'est le Biblio-Lycée. Et puis pour ceux qui préfèrent les images et les bandes dessinées, eh bien, vous avez cette édition de La Princesse de Clèves chez Dargaud avec Bouillac et Cattel, et qui est une très bonne édition qui permet de réconcilier ce texte qui est un petit peu plus difficile que les autres avec la jeunesse. Et pour François de Rosset, ben, je ne vous dis rien parce que j'étais là pour aiguiser votre curiosité. Je vous souhaite une bonne semaine et surtout une bonne lecture.